tante responsabilità e tante sue. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur France 3 Corse via Stile pour ce Intanto in Politica depuis l'Assemblée de Corse réunie en session ordinaire. Pour cette première partie, nous recevons la présidente Pierre-Antoinette Beaupertuis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Xavier Luciani du groupe Avancem nous rejoindra un petit peu plus tard. Nous sommes une semaine après la session extraordinaire consacrée aux dérives mafieuses. Il a été convenu de revenir devant l'Assemblée avec un rapport au plus tard en juin 2023 avec des propositions concrètes. En attendant, des travaux seront entrepris avec les différents collectifs. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous travailler? Sur quelle thématique? Oui, mais c'est une session importante qui a eu lieu la semaine dernière. Nous avons décidé conjointement avec la commission permanente de l'Assemblée et les collectifs et associations de lutte anti-mafia de mettre en place des groupes de travail. C'était une proposition aussi du président de l'exécutif. Des groupes de travail qui vont porter sur, évidemment, la question des dérives mafieuses. D'abord, quels sont les liens entre les politiques publiques et les questions de conflit d'intérêts, d'éthique. Ensuite, un groupe de travail qui se penchera sur les secteurs particulièrement exposés de l'économie corse. La question des commerces illicites et notamment la question de la drogue qui fait des ravages en Corse. Les moyens d'action, que ce soit des moyens d'observation, de l'analyse du phénomène, un observatoire a été évoqué, et puis des moyens également juridiques, puisque certains demandent des juridictions d'exception, et d'ailleurs sur le sujet, alors justement, il y a sujet divergence de vues. Sur lequel il y a de grandes divergences, puisque ce que veulent les collectifs en règle générale, c'est augmenter, faire en sorte que l'arsenal législatif soit plus puissant avec le délit d'association mafieuse. Vous n'êtes pas d'accord, notamment les groupes nationalistes, pas seulement, mais en tout cas vous n'êtes pas d'accord du tout. Comment est-ce que vous allez réussir à vous accorder, même si ce n'est pas sur des compétences de l'Assemblée de Corse, quand il y a une telle divergence, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Écoutez, les divergences en politique, elles sont grandes, et puis ensuite, on essaye, par le débat démocratique, d'avancer vers des points d'équilibre et des consensus. Si aujourd'hui, il y a une divergence sur ce sujet, et ce qui peut se comprendre de la part de la majorité à laquelle j'appartiens, mais aussi des autres groupes nationalistes, il n'en demeure pas moins qu'on va travailler quand même. Voilà, sinon, on ne commence pas à travailler si on regarde que les divergences. Donc, on va avancer. Et puis aussi, au-delà de l'arsenal législatif, il y a quand même un sujet très important. C'est la transformation de la société corse et de la génération présente et à venir sur la question des pratiques, des comportements. Et en l'occurrence, il y a des enjeux éducatifs, des enjeux culturels, bien évidemment, et des enjeux sociétaux sur lesquels il y a beaucoup de travail à faire. Et je pense qu'on va arriver à trouver des points, pas d'entente sur tous les sujets, mais en tout cas des points d'équilibre, avec, dans la perspective de proposer des solutions concrètes pour la session, effectivement, certainement du mois de juin. On va passer à autre chose, mais en résumé, ce qu'on a retenu côté journaliste, c'est que le matin, le débat public a déçu les collectifs et par la suite, il y a eu une première réunion en commission. Ils étaient davantage satisfaits de ce qui avait été avancé. Alors, on va venir à la session d'aujourd'hui. Gilles Simeoni est revenu sur sa rencontre avec Gérald Darmanin, place Beauvau, mardi. Le processus de discussion est en panne, malgré les rapports personnels qui semblent bons. À ce propos, on écoute un extrait du débat qui a suivi l'intervention de Gilles Simeoni. Moi, je n'ai qu'un repère aujourd'hui dans l'histoire contemporaine de processus dits historiques. C'est le Reconciliation Act en Afrique du Sud. En 1995, quand ils ont voté, Nelson Mandela a été libéré tout de suite. Mais il y avait des membres de l'ANC qui ont croupi longtemps en prison. Ils n'ont pas été libérés tout de suite. Et pourtant, le processus a avancé. Et ce n'est qu'à terme que tout le monde y a trouvé son compte. Je pense qu'on devrait s'inspirer, toutes choses relatives par ailleurs très modestement, de ce qui s'est passé ailleurs. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de créer les conditions d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés ensemble en reprenant le plus vite possible les échanges avec le ministère. J'attends entre autres du ministère de l'Intérieur une note officielle qui annule la note du renseignement intérieur fallacieuse, qui explique que le trouble à l'ordre public, c'est la libération. La libération, c'est la fête, c'est la joie, ce n'est pas le trouble à l'ordre public. C'est une réalité. Il faut l'écrire, il faut le produire. J'attends qu'ils reçoivent les familles et les avocats pour leur donner une position humaine.
tout en sachant qu'il y a une séparation très forte entre le pouvoir politique et l'exécutif judiciaire. On n'attend pas de l'interférence, mais on n'attend pas des ingérences défavorables, comme il y en a eu avec cette note circonstanciée. Alors, il y a deux positions sur cette question. Il y a ceux qui font des prisonniers impréalables, et c'est la majorité des groupes, majorité et nationalistes confondus. Et puis ceux qui disent, comme Jean-Martin Mondolone, qu'on a entendu tout à l'heure, il faut discuter. Qu'est-ce que vous attendez de la venue de Gérald Darmanin début décembre ? Bon, bien, moi, je considère que pour pouvoir régler une solution, et surtout une solution complexe depuis des années, il faut d'abord se remettre à une table de discussion. Il faut échanger. Et ça, là-dessus, je suis d'accord avec Jean-Martin Mondolone, ça va vous surprendre, c'est qu'effectivement, il faut être à la même table pour discuter. Sinon, on ne discute pas et rien n'avance. Dans le cadre de la discussion point stratégique ou dans le cadre de... De manière générale, quel que soit le type de conflit, quelle que soit la période et le lieu, il faut échanger, il faut débattre et les fils ne doivent pas être rompus. Moi, vous n'allez pas être surpris du fait que moi, je considère que dans la solution globale, il y a la question des prisonniers politiques, surtout s'agissant de 2 prisonniers politiques qui, en l'occurrence, ont accompli leur peine, qui peuvent être libérés en liberté. Est-ce que Gérald Darmanin peut s'engager là-dessus dès décembre? Parce qu'il peut y avoir des signes où le temps n'est pas encore venu. Bien évidemment, comme Paul-Félix Bénédette il a dit, la séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Il n'en demeure pas moins qu'il y avait cette note qui avait circulé, le ministère de l'Intérieur, qui considérait qu'il était dangereux pour l'ordre public que ces personnes soient remises en semi-liberté. Cela dit, il y a la justice et le droit. Et ces personnes peuvent être mises en semi-liberté. Donc ça, je crois que c'est très important. Ça fait partie de la discussion générale. Et ensuite, il faut travailler pour tout le reste, bien évidemment, que ce soit sur les dossiers, on va dire, d'actualité, les dossiers stratégiques, et puis sur la question plus structurelle de l'évolution institutionnelle, qui a été reconnu comme quelque chose de nécessaire pour l'avenir de la Corse, y compris d'ailleurs par le ministre lorsqu'il est venu au mois de mars et qu'il a prononcé le mot autonomie. Vous l'avez dit, au-delà des prisonniers, des institutions, il y a d'autres dossiers, l'énergie, les déchets, les transports, on ne va pas tous les nommer, on ne va pas tous les aborder ce soir, on n'aura pas le temps. En revanche, concernant les transports, récemment à Bruxelles, il y avait des réticences concernant le système de DSP, de délégation de services publics. Quels sont les retours aujourd'hui quand on sait que la DSP maritime est censée venir en débat ici dès la fin décembre? Oui, alors la DSP, effectivement, normalement, sera inscrite à l'ordre du jour de la session de décembre, bien évidemment. La CDSP, la commission, elle, a eu lieu hier, donc les choses continuent de manière normale, je dirais. En parallèle, les discussions sont très importantes et très âpres entre l'exécutif, je dirais, mais constructives aussi, hein. Elles sont serrées, c'est normal, entre l'exécutif et les autorités européennes, notamment la DG de la concurrence et la DG des transports. Est-ce qu'elles sont d'accord pour qu'on finance un service public? C'est ça l'enjeu. L'enjeu, il faut refaire à chaque fois la démonstration, parce que la conception de Bruxelles, c'est qu'il y a un marché unique et que les règles de la concurrence pure et parfaite s'appliquent partout. Donc il faut à chaque fois refaire la démonstration, c'est valable pour nous, dans le cadre français, mais c'est valable également pour les Italiens, pour les Grecs qui ont des îles. À chaque fois, il faut refaire la démonstration que dans une île, la concurrence pure et parfaite n'existe pas, qu'il existe ce qu'on appelle des monopoles naturels et que par conséquent, il faut des dispositifs spécifiques, effectivement, pour maintenir le service public, pour que les insulaires soient sur un pied d'égalité avec les autres Européens. Justement, vous serez à Bruxelles la semaine prochaine. Est-ce qu'il sera question de tout cela ou c'est quelque chose de plus général sur le handicap des îles et des territoires montagneux? Alors, tout à fait. Je serai la semaine prochaine au Comité des régions où je présente un rapport sur l'application de l'article 174 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui, précisément, lui, reconnaît les handicaps structurels et géographiques et démographiques des îles, des territoires insulaires, entre autres, et d'autres territoires. Et donc, à chaque fois, et ça fait rien, il faut recommencer la démonstration, il faut expliquer qu'une île n'est pas un territoire comme les autres, que pour venir dans une île, il faut un bateau ou un avion, qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas de train, et que par conséquent, il faut véritablement des systèmes de services publics, obligations ou délégations de services publics,
qui permettent à tout citoyen insulaire de pouvoir rejoindre le continent dans les mêmes conditions. Dernier élément rapidement sur l'Europe, il y aura un rapport qui sera présenté aujourd'hui ou demain. Vous souhaitez exercer la compétence d'autorité de gestion régionale pour la période 2023-2027 du Fonds européen, le FEADER, qui est le Fonds agricole. Pourquoi? Quels sont les enjeux? Très rapidement, après on va passer à autre chose. Oui, alors très rapidement, pour que tout le monde comprenne, il y a 2 volets dans le Fonds d'aide à l'agriculture, au développement rural. Nous maîtrisons aujourd'hui, c'est déjà le cas, ce qu'on appelle le 2e pilier. Aujourd'hui, le 2e volet. Aujourd'hui, c'est le 1er volet, c'est-à-dire celui qui concerne notamment les aires surfaciques, les mécanismes de marché, la fixation des prix, etc. Moi, je considère que dans une logique de délégation de compétences et de subsidiarité, eh bien, moi et la majorité, bien évidemment avec moi, nous considérons qu'aujourd'hui, la Corse est en capacité de pouvoir gérer ce volet-là des fonds agricoles. Alors, 4 rapports concernant aujourd'hui la langue corse. Xavier Luciani, qui avait la charge de cette compétence lors de la précédente mandature, va nous rejoindre dans un instant. En attendant, on écoute un extrait de l'intervention de Gilles Simeone cet après-midi. Il mentionne le sentiment des Corses vis-à-vis de leur langue. La langue corse, les Corses y sont très majoritairement attachés. Deuxièmement, il y a à l'évidence un décalage entre l'affirmation qui est souvent faite, oui je parle corse, oui je sais parler corse, oui je comprends, et la réalité, c'est-à-dire qu'on souhaite parler corse, on souhaite écrire, on souhaite lire, mais souvent ça ne s'adosse pas à une véritable maîtrise de la langue. Alors, Xavier Luciani nous a rejoint. Bonsoir, merci. Donc, vous étiez auparavant en charge de la langue. On vient d'entendre Gilles Simeone. Le propos consiste à dire qu'on parle beaucoup de la langue, mais qu'on la parle peu finalement. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose du côté des politiques publiques qui sont mises en place à son profit? Vous êtes tous les deux issus du mouvement nationaliste, même si vous n'êtes pas aujourd'hui dans le même groupe, mais depuis 2015, que les nationalistes sont arrivés aux responsabilités, le déclin social de la langue a continué. Écoutez, on n'a pas forcément la même analyse sur la situation de la langue. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un effort considérable qui est mené au niveau de l'éducation nationale. Il y a un effort qui est mené donc sur ce pilier, qui est pour moi le premier pilier, je crois, du reacquist linguistique. Après, bien entendu, il est évident qu'on est dans un monde économique avec ses contraintes et ses forces qui font qu'à un moment donné, il va falloir légitimer aussi, y compris politiquement, son statut. Je crois que le combat est aussi, même si on parle de pratiques qui reculent, de déclin, même si je ne suis pas très persuadé, notamment pour les jeunes générations, je crois qu'il est important de mener aussi un combat politique. En tout cas, dans la rue à Ajaccio, par exemple, on n'entend pas beaucoup parler corse, pas beaucoup plus maintenant qu'il y a 7-8 ans. Oui, bon, ça, je veux dire, il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a quand même une population, un apport de population important chaque année en Corse. On est 350 000. Il y a aussi le fait que le projet, peut-être tarde à se mettre en place, mais je crois qu'il y a un projet politique, économique, culturel et linguistique qui aujourd'hui devient véritablement un fondamental, je dirais, de l'action à venir. Marie-Antoinette Maupertuis, justement, tout à l'heure a été présenté un rapport d'orientation, donc il n'y a pas eu de vote, c'était uniquement, en quelque sorte, une prise d'acte. Ce rapport, c'est une nouvelle façon de travailler. De quoi parle-t-on? Là aussi, c'est une concertation, un peu comme pour la mafia, finalement. On va revenir devant l'Assemblée dans quelques temps avec des propositions concrètes. Oui, alors le président de l'exécutif a présenté un rapport d'orientation sur la langue corse et sur la politique de la langue, sur les politiques publiques. Nous avons pris acte à l'Assemblée de Corse de ce rapport et maintenant c'est à nous à travailler à l'Assemblée de Corse à travers nos différentes commissions pour voir dans quelle mesure on doit renforcer d'une part, à titre symbolique, la place de la langue, parce que, comme le dit Saverio, la langue, elle est quand même très liée, elle est liée à la question culturelle, mais aussi à la question économique et à sa place dans la société. Elle fait lien social, ça c'est fondamental. Ensuite, il y a un enjeu d'ordre politique, bien évidemment, parce qu'il y a un statut de la langue, alors, une langue qui n'a pas de statut. Mais oui. Il a été dit que vous vouliez arriver à l'officialité dans les faits, même si en droit c'est pas reconnu, c'est quand même un propos fort. Est-ce qu'il y aura derrière les moyens adossés à cette intention? Eh bien, en tout cas, nous y travaillons. C'est un véritable objectif politique. En France, la co-officialité n'est pas possible, sauf modification constitutionnelle. Je ne pense pas que ça soit encore à l'ordre du jour de ce point de vue-là. Donc, l'officialité peut être véritablement un objectif politique nous concernant. Et là, il faudra effectivement ensuite un objectif opérationnel, c'est-à-dire de manière concrète, comment on rend
cette langue officielle dans l'économie, dans les actes de la vie quotidienne, parce qu'on a vu que, bien que défendant, moi, comme Saverio, Luciani, le système éducatif public, mais aussi les systèmes d'immersion qui existent à côté, effectivement, à un moment donné, on voit bien que les enfants, les jeunes, ne pratiquent pas forcément. Cela dit, attention, parce que c'est variable selon aussi, vous prenez le cas d'Ajaccio, mais c'est variable selon les catégories sociales et selon, évidemment, les lieux sur le territoire. Saverio Luciani, donc l'immersion, il en a été fait mention tout à l'heure, avec le financement de Scolagurts, qui est le système privé, mais également le système public. Vous en êtes un petit peu à l'origine, en tout cas la majorité précédente. De quoi parle-t-on? Où en est-on aujourd'hui? Je crois que l'acquis immersif, donc l'expérimentation de l'immersion, date de 2016, de la négociation qu'avaient les exécutifs de l'époque avec le ministre Vallaud Belkacem. Cette expérimentation a abouti quand même à l'ouverture de plusieurs classes immersives publiques, maternelles, qui regroupent aujourd'hui à peu près 320 élèves. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de passer de l'expérimentation à l'effectivité. Mais non seulement un immersif qui touche la maternelle, mais qui déborde dans le primaire et plus tard, pourquoi pas, arriver dans le secondaire. Je crois que c'est un combat aussi. Alors, on ne va pas réinventer un scénario du sauvetage du Corse, mais je crois que l'immersion aujourd'hui est le meilleur moyen pédagogique d'arriver à des corsophones dès le plus jeune âge, y compris même dans le pré-élémentaire et le pré-maternel. Je crois que l'importance des garderies, des crèches aussi va avoir aussi son poids dans le processus. Par contre, je crois que ce qui est aussi important, c'est que, encore une fois, et je le dis parce que j'ai cité aujourd'hui des maternelles et des écoles primaires immersives publiques en Aquitaine. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'exécutif, et je le dis à l'exécutif de manière très amicale, l'exécutif doit aujourd'hui accélérer le rapport à l'État et au recteur pour justement arracher dès la prochaine rentrée des classes immersives dans le primaire, notamment au CP, au CE1. Alors vous évoquez les rapports avec l'État et l'éducation nationale. On sait qu'il y a un plan de formation dans l'éducation nationale pour former des maîtres dans le premier degré, des maîtres qui ne seraient pas bilingues mais qui pourraient le devenir. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que ça va assez vite? C'est un acquis aussi de 2016, c'est le grand plan de formation du primaire qui a été depuis 2 ans complété par un plan de formation des professeurs de disciplines non linguistiques du secondaire. Donc je crois que sur la formation, il ne faut pas lésiner. Je crois que ce qui manque réellement aujourd'hui, c'est peut-être l'effort financier de la part de l'État et peut-être aussi de la part de la collectivité. On a sur le budget de la langue corse 3 millièmes. Bon. Donc 3 millièmes, je pense que c'est beaucoup et pas beaucoup. En tous les cas, pour ce qui est de l'action, je dirais, en direction de la formation, je crois que il est évident pour nous qu'il faut vraiment un effort supplémentaire conséquent. Justement, en parlant de l'effort, il a été dit tout à l'heure par Paul-Félix Benedette que sous la mandature de Jacob, les moyens avaient été multipliés par 3. Alors certes, ils n'étaient pas très importants avant, mais ils ont quand même triplé. Et depuis 2015, on est passé de 2,8 millions d'euros à 3,1 millions d'euros. Alors c'était ces chiffres tout à l'heure. Est-ce que vous en faites assez finalement ? Mais moi, je pense qu'il y a eu quand même un travail important qui a été réalisé sous cette mandature et sous la mandature précédente. Saverio Luciani était conseiller exécutif aussi en charge de la langue. L'effet, je dirais, rattrapage est évident sur la mandature Jacob. Il n'y avait pratiquement rien, donc vous avez une progression très forte. Ça me paraît évident. De mon point de vue, évidemment, dans le domaine de l'éducation, que ce soit le Corse ou autre chose, on n'en fait jamais assez. Voilà, on n'en fait jamais assez. Cela dit, c'est quand même beaucoup. On était à 3,5 millions, on est à 3 millions, un peu moins de 3 millions 100, mais vous avez aussi le CPER. CPER, contrat de plan État-région. Contrat de plan État-région, où vous avez 7 millions, et le président a annoncé qu'on pourrait doubler sur le CPER. Ça veut dire qu'on passerait de 7 à 14. Au-delà des moyens financiers. Et encore une fois, moi je ne doute pas un seul instant que l'exécutif, au regard de ce qui a été dit aujourd'hui, proposera encore d'autres moyens si c'était nécessaire. Ça n'a pas de prix. Encore une fois, à Lingo, on a mis Cabrezzo. On a mis Cabrezzo. Et on a ricchezza, mais on a mis Cabrezzo. Come l'educazione. Donc, c'est pas une question seulement de moyens. C'est à un moment donné, les bonnes cibles, les bons outils, au bon moment, la complémentarité des outils. Et c'est là qu'on sera bon et qu'on sera fort. Et surtout, le fait d'avoir une pratique linguistique vraiment décomplexée. Que les uns et les autres, quel que soit notre poste, notre place dans la société, on soit vraiment impliqués dans ce sauvetage de la langue. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à ce Intanto in Politica. Tout de suite, il s'achève à présent et le Corsica Zero à suivre. Il sera présenté ce soir par Marianne Romani.